Le business model, c'est justement, on en avait parlé un petit peu avec Pierre, j'en ai parlé aussi avec Fanny, Ouais. sur la partie éthique, c'est effectivement, Fanny disait qu'il y avait apparemment des modèles qui remettent en cause le business plan classique par rapport justement au business model éthique. Bon, pour l'instant, moi, j'ai pas vu d'éléments concrets là-dessus. Il y en a peut-être maintenant. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai constaté par rapport à la formation que j'ai faite sur le business plan éthique, c'est que un business plan éthique, dans sa structure, est comme un business plan. Les contraintes du business plan sont là, elles sont toutes là. Et il y a des contraintes en plus du fait qu'on se rajoute des contraintes, soit pour faire du social, avoir une activité éthique. Donc, on va devoir euh, être toujours productif pour être viable. Mais à côté de ça, on va avoir des exigences en plus. Par exemple, la traçabilité qui sera beaucoup plus stricte sur tout ce qui est production et autres. Et on va avoir aussi d'autres contraintes qu'on va se mettre, par exemple, au niveau du business model, au niveau de la gouvernance aussi. Qui sont pas enfin, généralement dans une boîte classique au niveau de la gouvernance, le fondateur a tous les droits. Et voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et là, dans l'éthique, justement, on peut dès le départ, dès les statuts, indiquer une échelle de salaire, par exemple, indiquer comment sont répartis les pouvoirs décisionnels dans la structure. Et ce qui va permettre justement d'avoir un équilibre complètement différent par rapport à une entreprise commerciale, par exemple. Et donc, trouver le bon modèle économique, ça va demander souvent plusieurs itérations. Il faut tester. Il faut tester, il faut trouver sa place sur le marché, donc sur le marché qu'on vise, en apportant une proposition de valeur. Et donc, il faut avoir d'un côté toute la partie client, donc la relation client qu'on va construire, les canaux de distribution et de production, et avec donc l'identification du ou des profils types de clients, donc le persona qu'on avait vu la semaine dernière. Et de l'autre côté, les activités qu'on va faire avec les partenariats clés aussi qu'on peut construire avec d'autres partenaires, soit d'autres acteurs du marché qui peuvent être soit en concurrence directe, soit avec une activité complémentaire, et également les ressources sur lesquelles on va se baser pour justement créer cette proposition de valeur. Il y a un canevas qui existe, hein, je vais vous proposer. Voilà. Donc, il y a ce canevas qui existe où on va, par exemple, voilà, on va définir là la proposition de valeur. Et dans ce tableau, en fait, au fur et à mesure, on va remplir les différentes cases et ça va permettre d'affiner pour trouver l'équilibre sur lequel on va positionner notre structure, ou en tout cas notre modèle. Donc, c'est important de bien connaître les bénéficiaires. Donc, les bénéficiaires et les clients, dans certains cas, ce n'est pas les mêmes. On peut avoir des clients à qui on vend un service pour ensuite utiliser l'argent pour apporter autre chose à des bénéficiaires. Et il y a également aussi les bénéficiaires indirects. Donc ça, on va le voir un peu plus loin quand on va parler de la cartographie des parties prenantes. Oui. Dans le sens, pardon Fabrice, où ton client, c'est celui qui te paye et ton bénéficiaire, c'est celui qui bénéficie de ton service? Exactement. Ok. Exactement. Donc, quand on va faire l'étude, on va regarder quelles sont les opportunités, enfin l'état du marché que l'on vise. Donc, on va faire une étude de marché, une étude d'opportunité pour définir si ce qu'on veut proposer a du sens
Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que le public est réceptif? On va tester également, on va dans certains cas faire un pilote, ce qui va permettre vraiment d'affiner l'offre avant d'industrialiser et d'éviter de partir sur une proposition d'une solution ou d'un service qui ne correspond pas du tout à la demande. Ton étude de marché, elle se fait dans le cadre de ton business plan, du coup? Oui. Oui, ça fait partie intégrante du business plan, l'étude de marché. L'étude de marché, l'étude d'opportunité. En fait, ton business plan, tu vas avoir un document dont la structure va être… Tu vas avoir une partie, entre guillemets, littérature et une partie chiffres. La partie littérature, tu vas avoir la présentation du projet, et présentation du ou des porteurs de projet, avec le personnage, le public qui est visé, la charte de la structure que tu vas monter, les études, donc études de marché, études d'opportunité, pour indiquer quand même voilà, que tu sais où tu vas et qu'il y a vraiment… Tu réponds à un besoin, parce que le but, quand tu montes quelque chose, c'est de répondre à un besoin. Donc, tu vas étudier pour savoir quel est l'état de ce marché et quel est le besoin auquel tu réponds. Quand tu vas faire comment dire, un business plan éthique, quand tu vas te lancer dans quelque chose d'éthique, en fait, c'est pour répondre à un besoin qui n'est pas complètement rempli par les acteurs du marché en place, que ce soit les concurrents ou que ce soit les pouvoirs publics. Donc, toi, tu vas t'insérer dans ce marché et l'idée, c'est de trouver voilà, là où il y a le gap et d'essayer de faire donc ta proposition de valeur par rapport à ça, de combler ce gap et de construire ta proposition de valeur, construire ton offre par rapport à ça. Ah, Emma qui arrive. Salut Emma. Bonjour Emma. Hello, pardon pour le retard. Pas de souci, on a à peine commencé. On parlait du… Bon, bah top, je suis vraiment désolée. Hein. Pas de souci, on parlait du modèle économique. Donc en fait, je refais très rapidement pour toi, en accéléré. Juste, je éteins ma vidéo parce que… Ok, ça marche. Internet. Donc pour trouver le bon business model, le bon modèle économique, on va faire plusieurs itérations. On va centrer donc la proposition de valeur. D'un côté, on va mettre tout ce qui touche au client. Donc, que ce soit la relation client, le type de relation, les canaux de distribution et de production, et le type de client que tu vas viser, donc le persona qu'on avait vu la dernière fois. Donc, il y a les clients et les bénéficiaires. Dans certains cas, ce n'est pas forcément les mêmes. Et de l'autre côté, l'activité, là où les activités avec les ressources dont tu vas avoir besoin et les partenariats, les éventuels partenariats que tu peux monter avec d'autres acteurs du marché. Les différentes formes juridiques. Alors, généralement, quand on a un projet, on va monter une structure qui va avoir une forme soit associative, soit commerciale. Alors, dans les sociétés commerciales, il y a tout un panel avec les sociétés entre guillemets classiques, SARL, SA, SAS. Les sociétés coopératives et les sociétés qui sont d'intérêt collectif, qui vont être donc les SCIC, avec une gouvernance qui va inclure la collectivité. Et donc voilà, on va avoir tous ces différents types de sociétés commerciales. Donc là, c'est les principales. Après, il y a encore d'autres formes, mais c'est les plus courantes. Et on a aussi les associations, donc qui sont généralement à but non lucratif. Et en fonction du projet, on va être amené à monter soit une association, soit une société commerciale.
soit on va opter pour un modèle hybride. L'association va vous permettre d'avoir certaines subventions que vous ne pourrez pas avoir sur une entreprise commerciale et réciproquement. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous allez peut-être d'un côté mettre une association qui va avoir un fonctionnement avec un bureau, une administration et des adhérents. Et de l'autre côté, une société commerciale qui va avoir des clients et des clients, des fournisseurs. Et le tout peut s'intégrer justement dans un modèle que vous allez établir, qui va vous permettre de trouver cet équilibre pour arriver à faire votre activité équipe. Donc ça, pareil, ça demande une vraie réflexion et voire même se faire accompagner d'un spécialiste, surtout sur la partie financière, parce que trouver la bonne forme juridique, chaque forme juridique a ses avantages et ses inconvénients. Donc, vous allez devoir vraiment vous reposer sur un spécialiste qui va vous dire quelles seront les contraintes, notamment en termes de fiscalité, en fonction de ce que vous allez choisir comme format. Et ça, c'est vraiment un comptable qui est la meilleure personne pour vous conseiller là-dessus. Donc, la gouvernance, on en a un petit peu parlé déjà. La gouvernance, ça va être la répartition du contrôle le contrôle des décisions, le contrôle des pouvoirs dans la structure que vous allez mettre en place, là où les structures. Et vous pouvez définir cette gouvernance directement dans les statuts. Ça peut avoir un intérêt, notamment dans certains cas pour avoir certaines certifications. Ou aussi par volonté, je dirais, lorsque vous créez votre structure, vous ne savez pas forcément comment elle va évoluer. Vous pouvez être amené à faire appel à des investisseurs. Et le fait de définir dès le départ dans les statuts comment vous allez faire la répartition des richesses et la gouvernance, ça va vous permettre d'éviter que les investisseurs prennent le contrôle de votre structure et dénaturent complètement votre projet d'origine. Est-ce que la forme juridique influe sur la gouvernance? Dans beaucoup de cas, oui. Si tu es en coopérative, ça change beaucoup d'une SARL, par exemple. Ouais. Oui, tu as des cas, c'est un bon exemple. La coopérative, on impose une gouvernance avec un certain format qui est vraiment collective. Ouais. Dans une SARL, tu vas avoir le président. Une SA, tu vas avoir le président et éventuellement un board de dirigeants. Ouais. Mais tu vas rarement avoir les employés qui vont avoir leur mot à dire. Ils vont être représentés par les CHSCT ou les représentants du personnel. Mais de la même façon, ces représentants, ils vont pouvoir se prononcer par rapport à la législation. Ils vont se prononcer par rapport à la convention collective en cours, par rapport aussi aux doléances que les employés vont remonter. Mais la décision, elle va rester à la direction. Tant que ça reste dans le cadre de la loi, en gros, les dirigeants font ce qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment d'inclure les différents constitutifs de l'entreprise ou de la structure dans la gouvernance, c'est vraiment un choix. Et ça change complètement la couleur de ton entreprise. Et c'est bien de l'indiquer la manière dont tu vas le faire aussi. Parce que quand tu vas avoir des votes à faire, il faut aussi savoir quel est le poids de chaque entité et quel est le process de décision. Si
les consultations se font en même temps pour tout le monde, on fait un vote auprès de tout le monde, ou si on fait des consultations d'abord vers une catégorie de personnes qui va valider ou non, et ensuite on passe à la suivante. Donc c'est bien de le définir le plus précisément possible dès le départ. Ça permet de fluidifier les échanges et de faire en sorte que ça tourne. Parce que le problème aussi, c'est que quand tu vas rentrer dans une gouvernance avec plusieurs acteurs, forcément, les process de décision vont être plus longs et ça peut aussi avoir des impacts sur la réactivité de l'entreprise. Donc, il faut Et dans trouver le cas… Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Il faut trouver le bon équilibre, en fait, pour pouvoir rester compétitif. Il faut être… en fait, là, l'idée, c'est d'être inclusif tout en étant compétitif. Et la compétitivité, ça reste vraiment important parce que c'est ce qui fait que tu vas tenir sur la durée. Tu avais une question ? Oui, dans le cadre d'un business plan éthique, est-ce qu'il y a des modèles de gouvernance qui sont conseillés ou, dans l'autre sens, proscrits? En fait, le business model, il dépend vraiment de l'activité que tu veux faire. Donc déjà, en fonction de l'activité que tu veux faire, tu vas t'orienter vers un type de structure ou un autre. Ouais. Et après, tu vas regarder, après, tu vas rentrer plus dans les détails. Et c'est là où tu vas avoir un travail d'itération à faire pour trouver justement l'équilibre au niveau des différentes parties prenantes, au niveau au niveau financier aussi, savoir comment tu vas comment tu vas trouver l'équilibre entre l'argent qui rentre, que ce soit de l'argent issu de vente ou de subventions, et l'argent qui sort. Donc, voilà, c'est vraiment en fonction de ton activité que tu vas te pencher vers un business model ou un autre. Et tu vas voir que certaines formes juridiques ne collent pas avec certaines activités. Par exemple, si tu veux faire une école, je crois que tu es obligé de faire une association. Et voilà, en fonction de ce que tu veux faire comme activité, il faut vraiment te renseigner par rapport à ça. En fait. C'est d'abord, tu identifies un marché, qui tu vas viser dans ce marché, et ensuite, tu as un grand process de réflexion pour voir comment tu vas t'insérer dans ce marché, quel est le besoin, et trouver le modèle qui convient à ta structure. qui convient par rapport à ça. Okay.